Maintenant, je vais vous parler des 6 bonnes pratiques des placements financiers, ce pourquoi vous êtes venus. Donc, ces 6 bonnes pratiques sont ultimes. Et là, vraiment, si vous pouvez alors les noter, ou même si vous voulez le replay de cette conférence, je vous le donnerai avec grand plaisir. Mais ces 6 bonnes pratiques sont fondamentales pour tous les placements financiers. Donc, la première bonne pratique, c'est arriver à avoir en fait toutes les courbes. Donc là, c'est toutes les courbes françaises, qu'on soit sur plusieurs thématiques. Les actions, l'immobilier, les obligations, le monétaire, l'or, toute cette partie. Donc, le cours de l'or, c'est un peu mondial. Mais du coup, c'est cette partie-là que j'ai envie de vous montrer. En fait, on pourrait rentrer dans une analyse de courbe très, très poussée. Mais la seule chose qu'il faut retenir, c'est que peu importe, on aurait placé 1 € en 1950, et bien finalement, arrivé, donc là, à la fin de la courbe, c'est la courbe la plus longue que j'ai essayé de trouver, donc 2016-2017, d'ailleurs, même les chiffres qui a marqué, c'est 2017. Donc peu importe, on aurait mis 1 €, et bien on se serait enrichi si on avait retiré notre argent en 2017. Peu importe qu'on ait fait des actions, de l'immobilier, des obligations, du monétaire, l'or, que le choix de l'investissement soit ultra compliqué à faire, qu'on essaye d'aller chercher la meilleure solution possible, et peu importe, on aurait gagné de l'argent. Et c'est ça qui est important à retenir dans cette première bonne pratique, c'est que l'investissement aime le temps. Et c'est ça qui est méga important. Et plus vous allez avoir une stratégie long terme, moins vous allez avoir de risques sur votre investissement. Si je vous le compare à l'immobilier, parce que en fait, très souvent dans les placements financiers, notre référence, c'est le Loup de Wall Street ou The Big Short ou tout ce genre de choses. Et en fait, c'est des films. Donc, une grande partie, c'est des films. Quand on voit Game of Thrones, on se dit pas que les dragons existent. Et bien, c'est pareil quand on regarde un film sur la bourse. Donc, il y a des choses qui peuvent être plus ou moins réelles. Et c'est important d'arriver à comprendre que le côté banqueroute total dans la bourse, le fait que tout s'effondre, et bien en fait, finalement, si on respecte ces bonnes pratiques-là, ce risque est quasiment de zéro. Et c'est ce que je vais essayer de vous faire comprendre. Donc la première bonne pratique, c'est comprendre la notion de temps par rapport à l'investissement. Donc, plus vous aurez une stratégie long terme, moins vous aurez de risques. Si on essaye d'analyser, donc là, je vais isoler la courbe orange, là, la courbe action. Pour vous expliquer ce que c'est une action quand même de base, parce que le but, c'est que ce webinaire corresponde à tout le monde. Si vous ne savez pas ce que c'est une action, c'est on achète des parts d'une entreprise et on détient des parts de cette entreprise. C'est tout. L'entreprise fait des bénéfices, on en fait aussi. L'entreprise est en déficit, on perd de l'argent. C'est très simple. Quand on met 100 € chez Total, eh bien, on possède 100 € chez Total, donc on possède 0,00001% de Total. L'immobilier, là, ici, le cours que vous voyez, c'est le cours de l'immobilier, très classique. Donc, vu qu'il y a de plus en plus de monde en France, d'ailleurs, grâce à l'immigration aussi, donc important, je mets une parenthèse par rapport à ça, mais qu'il y a du développement démographique en France aussi grâce à l'immigration. Donc, du coup, plus il y a de développement démographique, plus l'immobilier va monter. Il y a de plus en plus de monde sur un territoire, donc de plus en plus de demandes, donc de plus en plus de personnes, et donc le prix de l'immobilier va monter. Aujourd'hui, il y a un manque de logements en France, je crois, de quasiment 300 000 ou 1 million, j'ai plus la stat, c'est très, très vague, hein, mais il y aura à peu près, je crois qu'il y a 1 million de logements manquants en France, et il n'y a que 300 000 de logements qui sont créés. Donc, du coup, vous pouvez arriver à voir un petit peu la demande de l'immobilier qui est en train de monter. Il y a plus en plus de ménages aussi qui sont en train de se séparer. Il y a beaucoup plus de gens qui vivent seuls. Et donc, du coup, ça fait une demande de l'immobilier qui est de plus en plus forte. Obligations. Les obligations, pour vous les dire en un mot, c'est comme si on faisait des crédits à un investisseur. Une banque, une entreprise qui en a besoin d'argent, eh bien, elle peut soit aller chercher l'argent à la banque, donc elle peut demander de faire un crédit à la banque, elle peut soit prendre l'argent dans ses comptes à elle, ou soit elle peut demander à des investisseurs d'investir sur leur projet. Et ça s'appelle émettre des obligations. Je reste assez vague sur les obligations parce que c'est un monde compliqué, parce que dans les obligations, il y a des dettes publiques, des dettes d'État, on peut financer des dettes de pays, il peut y avoir plein de choses. Donc je ne vais pas trop loin sur les obligations, mais c'est juste pour vous dire, ça fonctionne un petit peu comme un système de crédit, d'obligation, un crédit à des entreprises. Donc si j'isole la courbe action, sur un an, les actions françaises, donc là, les actions françaises que vous voyez, c'est la courbe du CAC 40, hein, sur laquelle on est en train de parler. Donc, la courbe du CAC 40, sur les 65 ans passés, la plus grosse perf qu'elle ait fait, c'est 62%. Et la plus grosse perte qu'elle ait fait, c'est moins 41%. Donc, le plus gros risque qu'on le connaisse depuis 1950 à investir sur les actions françaises, c'est perdre 41% sur une année. Ou gagner 62% sur une année. Si maintenant on fait ça sur une période de 5 ans, on ne touche pas l'argent 5 ans, eh bien, la meilleure perf qu'on ait fait, donc sur les marchés français, c'est plus 37% par an. Et les plus grosses pertes, c'est moins 7% par an. Sur une période de 8 ans, c'est plus 26, moins 4. Et sur une période de 10 ans, c'est plus 25% par an et moins 2% par an.
Donc, on voit qu'en fait, en se positionnant en action sur les actions françaises, le plus gros risque que l'on peut prendre sur la plus mauvaise période qu'il ait existé depuis 1950, c'est faire moins de 2% par an. Ça, je le précise parce que là, on parle de la courbe la plus risquée, qui est les actions, et on parle du plus gros risque possible sur une période de 10 ans. Donc, je le précise, si on investit sur le 440. Donc ça, c'est important à comprendre. Et vu qu'on est sur une courbe montante, plus on va avoir une stratégie longue durée, plus on va se rapprocher du positif. Évidemment. Parce qu'on a une courbe qui monte, même si elle fait ça, et derrière, si on prend un point A, un point B très très loin, on sera forcément gagnant à un moment donné. Et c'est ça qui est intéressant à comprendre sur la bonne pratique numéro 1. Numéro 1. Donc la bonne pratique numéro 1, c'est comprendre que plus on aura une durée d'investissement longue, plus on aura un risque intrinsèque, donc un risque de perte qui va devenir faible. Si on ne le comprend pas dans les marchés financiers, on peut le comprendre avec l'immobilier, mais l'immobilier, pareil, vous achetez un bien immobilier aujourd'hui, je ne sais pas, on va dire que le bien dans lequel vous vivez coûte 200 000 euros. Vous l'achetez 300 000 euros aujourd'hui, vous êtes fait arnaquer par le vendeur, vous attendez 50 ans, 100 ans, peut-être que vous le revendrez peut-être que plus que 300 000 euros. Donc, vous n'aurez pas perdu d'argent, ça n'aura pas été un bon investissement, vous n'aurez pas perdu d'argent. Règle numéro 1. Règle numéro 2, de même, vous voulez investir. Là, vous êtes ici, vous dites, bon, mais si je viens ici, j'ai envie d'investir dans les placements financiers. OK, ça marche, super. Vous pouvez investir directement sur une entreprise, donc acheter une action, une obligation. Je peux vous dire, je sais qu'il y a pas mal de gens de Toulouse ce soir, mais vous dites Airbus, c'est une super entreprise, moi je connais bien Airbus, je suis de Toulouse, et bien du coup j'achète toutes les actions d'Airbus. Là, par contre, si vous faites ça, vous êtes exposé au risque maximal. Et là, le risque de banqueroute peut arriver. Parce que si Airbus vient fermer, vous avez perdu tout votre argent. Être exposé au risque maximal n'est encore une fois pas négatif. Être exposé au risque maximal, ça peut être top. Parce que derrière, si la boîte explose, vous explosez aussi. Par contre, si la boîte ferme, votre argent est perdu aussi. Donc en fait, pour amener plus de sécurité à un investissement, il existe des fonds d'investissement. Un fonds d'investissement, c'est quoi? C'est quelque chose qui nous permet de diversifier notre argent. On met en gros le même montant qu'on avait prévu sur un fonds d'investissement et ce fonds d'investissement, lui, va investir sur 200 ou 300 entreprises en même temps. Donc il va dire, moi je suis un fonds d'investissement automobile, par exemple, et il va investir chez Renault, chez Nissan, chez Toyota, chez Ford, chez tout ça, et donc chez plusieurs entreprises. On peut investir sur un fonds d'investissement de la région Occitanie et va investir dans toutes les entreprises de la région Occitanie, par exemple, ou dans celles qui pensent les plus judicieuses. Il peut y avoir plein de fonds d'investissement. Et ces fonds d'investissement nous amènent un premier parapluie de sécurité, c'est-à-dire que même si par exemple, dans cette industrie de l'automobile, il y a peut-être Renault qui vient à fermer, et bien boum, Renault, ça vient à fermer, peut-être que Nissan et Toyota récupèrent le secteur et donc au final, elle remonte. Mais on n'aura pas perdu tout notre argent. C'est ça qui est intéressant. Donc la deuxième règle, c'est ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. C'est savoir diversifier. Savoir diversifier de manière intelligente. Parce que moi, il y a des gens qui me disent, regarde, mon contrat, il a 45 lignes. Je dis, super. OK, c'est quoi tes 45 lignes? Et bien justement, on va dire, voilà, c'est Renault, Nissan, Toyota, voilà, c'est que des marques de voitures. Je dis, super, mais si le secteur de l'automobile il a un problème, tout ton contrat, il y a un problème. Donc c'est diversifier, mais peut-être pas de la bonne façon. Diversifier de la bonne façon, c'est savoir investir un peu en Amérique, un peu en Europe, un peu en Chine, sur plusieurs secteurs d'activité. C'est ça, bien diversifier. C'est pas avoir plein de lignes. Donc c'était la deuxième règle. Troisième règle. Alors là, vous allez comprendre qu'il y a une question qui est piège. Mais là, on voit une courbe, donc une courbe d'action, une courbe action 1 et action 2, de janvier à décembre. Donc on voit janvier, février, mars, avril, je peux faire toute l'année, mais vous avez compris, il y a une année d'investissement. Pour vous, si vous deviez investir 100 euros par mois sur la bleue ou 100 euros par mois sur la rouge, quelle est la courbe qui ferait le plus de performance? Alors là, vous n'allez pas pouvoir me répondre, bien entendu. Donc je sais que je n'aurai pas mes réponses. Mais notez-le sur un bout de papier et comme ça vous permet d'être interactif aussi pour vous. Et donc, souvent, les gens me disent, si tu poses la question, c'est la rouge, mais de base, j'aurais dit la bleue. Très souvent, dans 95% des cas, c'est ça. Ou soit il y a des gens qui connaissent déjà la mécanique qui me disent directement la rouge. Donc, je vais vous parler de cette mécanique-là. Cette mécanique, c'est la théorie des versements programmés. Ça peut s'appeler DCA, Dollar Cost Averaging. Vous m'excuserez pour mon niveau d'anglais. DCA, ça se fait pas mal aussi donc dans tout ce qui est crypto, toute cette partie-là, c'est assez connu. Théorie des versements programmés, ça a été mis pas mal en place par Warren Buffett. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un grand monsieur dans les placements financiers. C'est un ami de Bill Gates, toute cette partie-là. Donc voilà, c'est une théorie qui fait ses preuves depuis des années, qui est très connue et que je mets pas mal en place sur les contrats des placements financiers. Donc pour ça, on va prendre une courbe qui fluctue. Voilà, une courbe qui fluctue, donc qui vient à baisser et qui monte sur 3 mois.
On ne va pas le faire sur toute l'année, on va le faire sur 3 mois pour que ça soit assez simple et comprendre le côté mathématique. Déjà, avant de vous expliquer ça, je vais vous expliquer en fait pourquoi les marchés financiers montent et baissent. Très, très important à comprendre. Ça peut être des fois flou de se dire, ben, les actions, ça fait tout le temps ça. Ça fait tout le temps des pics, des hauts, des bas, des hauts, des bas, des hauts, des bas, et on n'arrive pas à comprendre en fait ce qui peut être, pourquoi ça fluctue autant, pourquoi ça fluctue. La fluctuation vient toujours d'une question d'offre et de demande. Si demain, je monte une entreprise de stabilo, on va dire mon stabilo, bon, il est jaune, on va dire qu'il est en or, ok, il vaut 100 euros. Mais mon stabilo, il vaut 100 euros et du coup, ben moi, on va dire, j'en crée 10 000 stabilos et je les mets tous à 100 euros. Finalement, j'en ai 10 000, donc je vais essayer d'écouler mon stock. Et en plus de ça, ben, demain, il y a Elon Musk qui achète mon stabilo et qui dit ben, le stabilo de Pierre, il est nullissime. Voilà. Il est nullissime, je l'ai essayé, il ne marche même pas, ne l'achetez pas. Bon, ben là, mon prix, moi, il va complètement baisser. Personne ne va le vouloir à 100 euros. Donc, je vais être obligé de baisser mon prix, baisser mon prix, baisser mon prix, baisser mon prix, jusqu'à que des gens veulent bien l'acheter. Et après, au final, il y a Elon Musk, Jeff Bezos, toutes ces personnes-là, boum, ils rachètent mon stabilo, ils disent, mais en fait, on s'est trompé, c'était pas le stabilo de Pierre. Le stabilo de Pierre, il est génial. Mais allez l'acheter. En plus, il est magnifique, il vaut vraiment pas cher par rapport à ce qu'il devrait faire. Et au final, ben, mon prix du stabilo commence à remonter. Et mon stock commence à s'écouler. Il me reste plus que 2, 3, 4 stabilos de côté à vendre. Et s'il me reste 3, 4 stabilos et que tout le monde les veut, eh bien, mon prix va automatiquement monter. Je vais peut-être les mettre à 1 000 euros, mes stabilos, 2 000 euros, mes stabilos. Vous avez compris la variation des cours en actions et des cours des entreprises. C'est suivant, en fait, les marchés qu'elles vont débloquer, les news sur les entreprises. C'est toujours une question d'offre et de demande. Plus la demande va être grande par rapport à l'offre, plus le prix va monter. Et inversement, le prix va diminuer si l'offre est petite. Donc, c'est oui, si la demande est petite, le prix va diminuer. Donc, ça, c'est les variations. Là, on voit ici une courbe d'une action. Donc, en fait, on va avoir au début, en janvier, le stabilo, comme vous voulez, hein, le stabilo où l'action est à 100 euros. En février, ben, elle chute à 50 euros. Et en mars, elle revient au niveau zéro, elle revient à 100 euros. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on a deux stratégies. Nous, on a envie d'investir 300 euros. OK. Mais moi, je vais vous dire d'investir 300 euros, donc 100 euros par mois, et pas 300 euros d'un pet. Si on investit 300 euros d'un pet en janvier, eh bien ici, on achète 3 stabilos avec 300 euros, donc qui sont à 100 euros le stabilo. Finalement, en février, on se connecte sur notre plateforme, on se dit, ben mince, pas top l'investissement, c'est divisé par deux, donc il me reste 150 euros de côté si j'ai mis 300 euros à la base. Et en mars, ça revient à 300 euros. Bon, j'ai rien gagné, rien perdu. Pas super cet investissement. Et bien maintenant, on va le voir avec notre stratégie où on met 100 euros par mois. On met 100 euros en janvier, donc en janvier, on achète un stabilo. On met 100 euros en février, les stabilos sont à 50 euros, ou l'action est à 50 euros. Donc là, ici, on achète deux actions en février. Et en mars, ça revient à 100 euros, et donc nous, on remet 100 euros, on a programmé 100 euros. On remet 100 euros et on achète une action. Au final, en mars, on possède 4 actions qui chacune valent 100 euros. Donc on possède 400 euros pour un montant investi de 300 euros. Ça fait un rendement de 33%. Bien entendu, c'est quelque chose de mathématique. Hein. Faire une courbe en V parfaite, qu'elle fasse moins 50, plus, elle revient au niveau initial et tout ça, ça reste du mathématique sur 3 mois. Mais c'est juste pour que vous compreniez la mécanique de la théorie des versements programmés. Et ça, si on le met en place sur une stratégie de 8, 10 ans, 15 ans, peu importe la stratégie, et bien derrière, ça peut amener des performances, même sur des courbes. Et je vous laisse faire le calcul à vous amuser. Si en mars, par exemple, la courbe est à 75 euros, l'action est à 75 euros, c'est-à-dire que depuis le début d'année, elle a fait moins 25% la courbe, et bien vous êtes quand même gagnant. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que même dans une courbe en descente, et bien on peut quand même gagner de l'argent. Bref, donc ça, c'était la théorie des versements programmés, et c'est la règle numéro 3. Très, très important à comprendre. C'était l'une des choses pas les plus techniques, mais assez techniques ce soir, parce que souvent, on a du mal à visualiser, on a envie de refaire les calculs. Donc, ben, pour toutes les personnes qui sont ici ce soir, on refera les calculs avec grand plaisir si vous le souhaitez. Mais ça permet en fait de limiter les fluctuations de marché, d'investir progressivement. Et donc, si on revoit ces deux courbes, l'action 1 fait 31% et l'action 2 fait 39%. Volontairement, elles n'étaient pas très très loin pour qu'on mette un petit peu le doute. Bien entendu, quand on voit ces deux courbes, moi, ce que je dirais, c'est que je mettrais 300 euros d'un pet ici au départ sur la bleue. Ou je mettrais tous mes sous directement sur la bleue. Ah, c'est cool. Voilà, comme ça, on met tout. C'est mieux que mettre sur l'action 2, progressivement. Mais sauf qu'en fait, ce qui se passe, c'est que personne n'a de boule de cristal sur les actions. Et les actions, ça ressemble beaucoup plus souvent à la courbe rouge qu'à la courbe bleue. Si vous connaissez une courbe bleue qui fait 31% de rendement aussi droit, eh bien, je veux bien connaître cet investissement et moi, je mettrai toutes mes billes au départ.
Mais malheureusement, c'est assez peu connu. Ou si ça arrive, on n'arrive pas à le voir arriver. C'est assez rare de le visualiser. Bref, j'avance. Règle numéro 4. Règle numéro 4, c'est savoir d'où vient la performance. Donc là, les trois premières, pour faire une petite parenthèse, les trois premières, c'est de la gestion du risque et de la gestion du rendement. Les trois d'après, c'est vraiment de la compréhension des contrats, de la sélection des contrats, de toute cette partie-là. Et d'où vient la performance. Donc, la performance, aujourd'hui, elle vient de l'allocation d'actifs. J'espère que je ne parle pas trop chinois pour trop de monde, mais allocation d'actifs, c'est le groupement et toutes les lignes qu'on va mettre dans un contrat. Demain, vous ouvrez un compte titre, une assurance vie, tout un type de compte qui vous permet d'accéder à la bourse. Et bien, toutes les lignes que vous allez mettre dans votre compte, que ce soit, je ne sais pas, mais si on parle d'entreprise, Airbus, Sanofi, toutes ces entreprises, mais tout ça, chaque ligne sera un actif. L'allocation d'actifs, c'est le groupement de ça, la stratégie que vous avez mis en place. Donc la performance, elle vient de cette stratégie et des actifs vraiment que vous allez sélectionner. Donc ça, j'aime bien le comparer à du foot ou du rugby, peu importe le sport qui vous parle le plus. On peut le faire avec tous les sports et toutes les passions possibles. Je reste le foot parce que c'est souvent ce qui est le plus regardé et le plus compris. Et vous allez voir qu'il n'y a pas besoin de comprendre trop le foot pour comprendre. Donc, la performance d'une équipe aujourd'hui, donc si vous voulez regarder une équipe de foot, pour vous, la performance de son équipe, elle vient de la qualité de son terrain ou de la sélection de ses joueurs. Bien entendu, de la sélection de ses joueurs. Le niveau d'une équipe vient de la qualité de ses joueurs et pas de son terrain. Que son terrain, il soit très vert ou pas, ça va être très intéressant. Mais c'est de la boue complètement ou de l'herbe bien fraîche, ça va changer un petit peu, bien sûr. Mais ça ne va pas tout changer, c'est plutôt les niveaux des joueurs qui va changer. Et bien ça, si on compare au placement financier, le niveau des joueurs et la sélection des joueurs, c'est les entreprises sur lesquelles on investit. Le terrain, que ce soit une assurance vie, un compte titre, un PEA, un PER, toute cette partie-là, ça va être important, bien entendu, mais ça ne va pas être le plus important. Aujourd'hui, vaut mieux-il choisir pour vous des joueurs à l'international si vous devez constituer une équipe ou uniquement dans un club? Si on vous dit, constitue ta meilleure équipe possible, est-ce que c'est mieux de faire à l'international ou de choisir des personnes internationales ou uniquement d'un club? Si on parle du rugby, on sait tous que le Stade Toulousain, c'est le meilleur club du monde, mais il y aura peut-être des joueurs à les prendre en Afrique du Sud, malheureusement. Mais en gros, il y a toute cette partie-là. Ce qui est importante à comprendre, c'est que quand on va aller faire des placements financiers, il faut aller sur des contrats qui nous permettent d'accéder au monde entier. Parce que nous, étant Européens, si on fait uniquement des placements limités à notre continent qui est l'Europe, il y aura des choses très intéressantes, ou limités uniquement à notre pays qui est la France, il y aura aussi des choses très intéressantes, mais ça manquera de diversification. Et nous, on a besoin aussi du secteur américain si on veut des performances. Donc c'est ça qui est important à comprendre quand vous allez être sur un contrat, regardez vos contrats et regardez où c'est investi. Parce que très souvent, on est limité à la France, limité à l'Europe. On ne peut pas aller bien plus loin. Donc c'est pour ça que quand on sélectionne un contrat, c'est bien d'aller voir un peu plus loin. Bonne pratique numéro 5, qui est très très importante. Beaucoup de gens, moi, qui viennent me voir en rendez-vous, vont me dire, je veux faire comme mon père, je veux faire comme mon ami qui a fait ça, je veux faire comme mon oncle, je veux faire comme quelqu'un. On dit que, et j'ai envie de faire pareil. En fait, ce qui est important, c'est de comprendre comment adapter sa stratégie. Comment adapter la stratégie de ses placements financiers à notre vie, à nos projets de vie. C'est ça qui est super important. Donc, ça va être sur 3 critères. Ces 3 critères-là, ça va être le temps qu'on a devant nous. Ça, c'est la bonne pratique numéro 1. Comprendre avec le temps qu'on a devant nous, et bien que justement, plus on aura de temps, plus on peut aller prendre du risque. Moi, quelqu'un qui a 30 ans devant lui pour investir et qui me dit on met une stratégie de 30 ans devant nous, et qui va me dire on a 30 ans et que voilà, peu importe, il va me dire on a 30 ans, point. Je veux dire, on peut aller en action full 100% action. Le risque ne sera pas très très gros. Parce qu'en fait, il y aura peut-être des crises, mais au final, les actions, c'est quand même ce qui est le plus performant au-delà de 10 ans, quoi. Donc, du coup, il n'y aura pas trop de problèmes par rapport à ça. Première chose pour définir une stratégie, le temps qu'on a devant nous. Deuxième chose, la conjoncture. Est-ce qu'on est sur des marchés financiers qui sont en hausse, qui sont très très hauts ou qui sont très très bas? Par logique, et là je ne vais pas vous apprendre grand-chose, mais si les marchés financiers sont très bas, ils vont avoir plus tendance à monter. Si les marchés financiers sont très hauts, ils vont avoir plus tendance à descendre. Donc plus ils seront hauts, plus on aura une stratégie sécurisée, plus ils seront bas, plus on aura une stratégie dynamique. Et troisième critère, et qui n'est pas des moindres, c'est l'émotionnel de la personne et ce que représente le capital pour elle. Si demain, un multimillionnaire vient me voir et me dit on va placer 20 000 euros ensemble, bon, derrière, il va me dire que ça fasse plus 10% ou moins 10%.
J'en ai pas grand-chose à faire, quoi. Si je me lève le matin, il y a marqué moins de 2000 euros, eh ben let's go, quoi. C'est des actions, on est sur du long terme, on y va, on sait que ça sera performant à long terme. Quelqu'un qui a 30 000 euros de côté, on investit 20 000 euros ensemble. S'il se lève le matin et que ça fait moins de 2000, là, je pense que je vais avoir un coup de fil qui ne va pas être super. Et il va être stressé. Et le stress va être beaucoup plus important. Donc, c'est ces trois critères-là qui font la stratégie qu'on va mettre en place par rapport au niveau de risque. Donc, c'est très important de les comprendre. Et donc, en fait, on mettra un niveau de risque différent suivant ces trois critères. Et sixième bonne pratique, et la dernière, donc c'est qu'à ce moment-là, une fois qu'on sait tout ça, une fois qu'on sait les entreprises qu'on va investir, les fonds d'investissement qu'on va sélectionner, qu'on sait tout ça, c'est qu'à partir de là, on va sélectionner en fait un contrat et une enveloppe fiscale. Donc, autant aller sur un contrat qui va nous avoir un avantage fiscal. Il existe quoi en France comme enveloppe fiscale? Quels sont les comptes qui sont possibles pour investir en France? Il en existe plusieurs. Il existe le compte titre, le PEA, l'assurance vie et le PER. Pour faire assez simple, il en existe un peu d'autres. Il y a le contrat de capitalisation, il y a plein d'autres choses. Mais je vous explique les principaux. Donc, dans ces quatre contrats-là, ils vont tous avoir des avantages et des inconvénients. Ils vont tous correspondre à des personnes. Si chaque compte a été créé, c'est qu'il correspond bien à quelqu'un. Et donc, du coup, aujourd'hui, dans ces comptes-là, ils vont tous avoir ces avantages et inconvénients. Et donc, nous, là, ce soir, on va parler de l'assurance vie. Je parle très souvent de l'assurance vie parce que je le surnomme même le 4-4 des finances, l'assurance vie. Pourquoi? Parce qu'il nous permet beaucoup d'avantages. C'est quelque chose, et c'est ce que je vais vous définir, de très flexible, de en fait avoir un avantage fiscal au bout de 8 ans. Et donc, c'est ce que je vais vous expliquer. Aujourd'hui, c'est la chose, en fait, ça peut être un pilier d'un patrimoine, une assurance vie. C'est-à-dire que ça a beaucoup d'avantages, aussi bien sur la succession que sur la fiscalité, que sur la performance que ça peut faire sur tout ça. Malheureusement, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, 80%, je crois, c'est 80% des Français ont une assurance vie. Et je pense que dans ces 80%, je pense qu'il y a 80% aussi qui ne comprennent pas comment est placé l'argent et qui ne comprennent pas vraiment ce que c'est une assurance vie. Très souvent, on ouvre une assurance vie parce que les livrets sont pleins et c'est juste un vase de plus dans lequel on verse de l'épargne. L'assurance vie, c'est une enveloppe où on peut faire ce qu'on veut dedans. Imaginez-vous que c'est comme une enveloppe ou une porte qui ouvre les marchés financiers. Et on peut faire ce qu'on veut dedans. C'est ce que je vais vous expliquer.